Merci Xavier. Je pense que vous êtes tous saturés, fatigués. Alors, au fond, je vais quand même prendre mon temps, si tu m'autorises, Xavier. Je serai le seul à respecter les 10 minutes. Je prends 10 minutes, hein, t'en fais pas. Mais je serai peut-être pas. Je ferai peut-être pas. J'ai envie de donner mon avis sur des thèmes que j'ai entendu traiter cet après-midi. Plutôt que d'imposer mon discours, j'ai envie d'imposer ma vision sur votre discours. Bon, je voudrais faire une première série de remarques sur le thème de la mondialisation, en essayant de dire des choses qui n'ont pas été tout à fait dites ou les dire autrement. Bon, ce qui me frappe, c'est que dans tous nos pays, ou dans beaucoup de nos pays, la mondialisation est vécue comme un défi plutôt que comme une opportunité. Et ça, c'est vrai des deux côtés de la Méditerranée, et c'est vrai d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Alors, c'est peut-être pas vrai en Chine, c'est peut-être pas vrai aux États-Unis. Je suis pas en train de généraliser mes propos. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi il y a un divorce entre le discours économique sur la mondialisation qui consiste à dire que, discours auquel je participe en tant qu'économiste, qui consiste à dire les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Et d'autre part, le ressenti dans la tête des opinions publiques et des citoyens. Alors, j'ai deux ou trois débuts d'explication à pas ce paradoxe, mais ce contraste entre le discours économique et le ressenti psychologique de nos citoyens. Première explication, nous ne sommes pas bons, collectivement les élites, à expliquer, au fond, ce qu'est la mondialisation et ce qu'il faut en attendre. J'accorde un certain poids à cette explication. Et je me mets évidemment dans le camp des gens auxquels il faut adresser des reproches sur les défauts de la pédagogie, les défauts de l'explication, les défauts de la transparence. Deuxième explication possible, qui vient s'ajouter à la précédente, les coûts de la mondialisation sont pour le court terme. Les avantages, généralement, sont pour le moyen et long terme. Nous vivons dans des sociétés qui ont une très forte préférence pour le présent, c'est-à-dire une très forte dépréciation du futur. En termes techniques, on dirait que nous vivons dans une période, pratiquement où dans tous les pays, le taux d'actualisation est relativement élevé. Le taux d'actualisation qui est le baromètre ou le thermomètre de la préférence pour le présent. Et au fond, cette préférence pour le présent, nos gouvernements se sont laissés contaminer. On dit toujours que les marchés financiers sont myopes. D'abord, ce n'est pas toujours vrai. Et s'ils sont myopes, ils ne sont pas les seuls. Donc, il faut certainement approfondir ce discours sur les problèmes intertemporels. Troisième explication que je donne, et ça rejoint le débat que posait Xavier sur la gouvernance. Là, je pense que nos opinions publiques, et je dis nos opinions publiques, et c'est vrai à mon avis des deux côtés de la Méditerranée, comme c'est vrai dans d'autres zones, quelque part dans leur tête, il n'y a pas besoin d'être économiste, d'être homme politique, d'être juriste pour comprendre qu'on vit dans un monde où le système de gouvernance est très en retard au plan mondial par rapport au degré d'intégration de nos économies. Et donc la mondialisation, c'est une sorte, si vous voulez puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais utiliser une image caricaturale, la mondialisation aujourd'hui, c'est un pilote sans avion. C'est un pilote sans avion, ou avec, disons, c'est un avion sans pilote, c'est un avion sans pilote, ou disons, c'est un avion où il y a plusieurs pilotes, mais aucun ne veut prendre le gouvernail, ne veut piloter l'avion. Et moi, je constate que on a abordé, après la crise asiatique et russe de 97-98, le problème de la réforme de la gouvernance mondiale. Nous n'avons pas fait de progrès sur ce sujet, sauf quelques mesures que je néglige pas, mais qui sont quand même un peu latérales. J'ai beaucoup de respect pour mon président, Jacques Chirac, et pas parce qu'il s'en va. J'ai beaucoup de respect pour Jacques Chirac et le projet français taxe internationale sur les billets d'avion, le projet est la réalité même. Enfin, ça ne tient pas lieu de gouvernance mondiale, il faut être clair. Ça peut aider à redistribuer les ressources et à augmenter l'aide publique au développement. Ce n'est pas un système de gouvernance, la taxation internationale des billets d'avion. Alors,
conclusion de tout ça, je pense que nous avons tous un énorme travail à faire si on veut ancrer dans la tête des uns et des autres qu'à terme, à moyen long terme, la mondialisation est plus bénéfique que coûteuse. Et je pense aussi, pour terminer sur ce premier thème, que nous avons tous, il y a un vrai problème aussi d'identifier les perdants et les gagnants à la mondialisation. On a abordé les problèmes de répartition. Le problème des gagnants et des perdants se pose au plan international comme il se pose dans chaque pays concerné par l'ouverture. C'est normal qu'il y ait des perdants, c'est normal qu'il y ait des gagnants, au moins relatifs, pas toujours en valeur absolue. Le rôle des politiques publiques, c'est éventuellement d'aborder les problèmes d'indemnisation des perdants. Donc c'est tout le débat sur les transferts publics, au plan domestique, au plan international, rendant la mondialisation soutenable à terme. Et cette question, je trouve qu'on tourne autour du problème de l'identification et de l'indemnisation des gagnants et des perdants. Dans un pays comme la France, mais c'est vrai dans d'autres sujets, c'est tout le débat sur le thème classe moyenne et mondialisation, qui est un des sujets, je dirais, en toile de fond, si vous voulez, de l'élection présidentielle française. Un des sujets qui est en toile de fond de notre élection dans quelques semaines, mais je pense que ce constat concerne d'autres zones. Deuxième remarque, j'avance, parce que Xavier va me faire des gros yeux. Deuxième remarque, on a parlé tout à l'heure de la croissance à plusieurs reprises, les uns pour dire que c'était très important, les autres pour dire que ce n'était pas si important que ça. Moi, je me range dans le camp de ceux qui considèrent que la croissance est quand même la clé du social. Et que sur ce terrain-là, on ne peut pas prétendre aborder les problèmes de redistribution, et on ne peut pas, par exemple, prétendre aborder le problème de l'indemnisation des perdants liés à la mondialisation avec un taux de croissance faible. Avec un taux de croissance faible, les problèmes de répartition deviennent un jeu à somme nulle. Une économie qui a un taux de croissance de 5 ou 6%, voire plus, le Maroc cette année, mais sans doute pas le Maroc l'année, disons le Maroc cette année, je dis le Maroc 2006, le Maroc 2007, je ne sais pas où sera le Maroc 2007 du point de vue de sa croissance, il ne sera peut-être pas à 6-7%, mais je veux dire, moi je suis obsédé, peut-être parce que je viens d'un pays qui s'appelle la France, qui a une croissance trop faible, pour régler un certain nombre de ces problèmes, je suis obsédé par la nécessité pour nous tous, des deux côtés de la Méditerranée, de relever notre croissance potentielle et notre croissance effective. Et j'introduis dans le débat la notion de croissance potentielle, dont on n'a pas du tout parlé, en tout cas cet après-midi, parce que la croissance potentielle, c'est quand même, bien sûr, la démographie, et sur ce terrain-là, le Maroc, pour l'instant, est bien placé, même si, ça a été dit, le Maroc va connaître, comme tout le monde, un vieillissement de sa population. Mais il n'y a pas que la démographie dans la croissance potentielle. Il y a aussi les gains de productivité, l'investissement. Moi, je pense que le sujet numéro un des pays du Maghreb, et je pense au Maroc, je pense à la Tunisie et sans doute aussi à l'Algérie, c'est de faire tous les efforts et de mettre les politiques publiques au service d'une politique d'accélération de l'investissement. Pour moi, plus d'investissement, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies, mais pas uniquement dans le domaine des nouvelles technologies, c'est nécessaire, pas suffisant, mais c'est nécessaire pour relever la croissance potentielle et avoir durablement, j'allais dire, 5-6% de croissance, et pas avoir une année 5-6% de croissance et l'année d'après 1% ou 2%. Je crains beaucoup, pour les pays du Maghreb, ou certains d'entre eux, je crains beaucoup la volatilité des taux de croissance. Pour faire des politiques publiques, pour donner un horizon à moyen ou long terme à une société, à une opinion publique, il faut avoir une assez faible volatilité de la croissance, si possible, évidemment, à un niveau élevé. Et c'est la raison pour laquelle, j'allais dire, tous les sujets de l'agenda de Lisbonne, sur lequel l'Europe a été très mauvaise en tant que telle, il faut dire les choses comme elles sont, sur les sujets de Lisbonne, comme vous le savez, comme l'a dit le rapport de Wim Kok, « We are nowhere ». Bon, alors, en tant qu'Européen, je viens ici à Rabat avec modestie, mais
en même temps avec fermeté, parce que je pense qu'en 2000, les chefs d'État et de gouvernement européens avaient raison de pointer les thèmes de la recherche-développement, de l'innovation, de la formation, tous ces sujets qui permettent à une économie de relever sa croissance potentielle et sa croissance effective. Et je suis persuadé que ces sujets dits de l'agenda de Lisbonne sont aussi des sujets importants pour le Maghreb. Ce n'est pas parce que l'Europe a été mauvaise sur la réalisation de l'agenda de Lisbonne qu'il faudrait que les pays du Maghreb évitent les sujets de l'agenda de Lisbonne. Et je n'ai pas le temps de développer, mais quand je parle d'investissement, je pense non seulement à l'investissement des grandes entreprises, je pense beaucoup. On n'a pas utilisé cet après-midi, je n'ai pas entendu parler de petites et moyennes entreprises. Je pense que personne n'a utilisé l'expression PME cet après-midi. Alors je me permets de le faire. Je me permets de le faire parce que l'expérience que j'ai, en tout cas de beaucoup de pays européens, que ce soit la France, l'Italie, l'Espagne et d'autres, c'est que la croissance et l'emploi ne viennent pas que des grandes entreprises et qu'aujourd'hui, notre défi dans beaucoup de pays européens, comme sans doute dans les pays du Maghreb, c'est de doper la recherche, l'innovation, aussi dans le tissu des petites et moyennes entreprises, de permettre aux petites entreprises de croître. Donc, tous les débats sur le financement du non-coté, le private equity, dont on n'a pas parlé cet après-midi, tous ces débats sur comment faire croître les petites entreprises, pour moi, c'est central par rapport à des objectifs de relèvement de la croissance et de l'emploi derrière tout ça. J'avance, j'ai presque fini, mais j'ai quand même une troisième idée à développer. Qu'attendre dans ce contexte-là de l'Euromed? Alors, devant certains d'entre vous, j'ai failli faire scandale à Madrid, et mes amis espagnols s'en souviennent peut-être, il y a quelques mois, parce que j'avais dit, ce qui me paraissait une vérité, j'avais dit que Barcelone 2 avait été plutôt décevant, en tout cas par rapport à ce que j'en attendais, moi. Bon, j'ai failli déclencher la guerre entre la France et l'Espagne en disant ça, à Madrid. Je le redis à Rabat, parce que c'est mon constat encore, mais je constate qu'il y a eu quand même une évolution dans un sens peut-être intéressant. D'une certaine façon, je regrette, et je m'exprime à titre personnel comme pour le reste, je regrette qu'on n'ait pas poursuivi le projet de banque régionale de financement pour la Méditerranée. Je ne suis pas un obsédé de création de nouvelles institutions. Dans ce sens-là, je ne suis pas tout à fait français. Les Français sont toujours obsédés par créer des nouvelles institutions. Moi, je pense que créer des nouvelles institutions, parfois, ça pose plus de problèmes que ça en règle. Et ça pose, de toute façon, de nouveaux problèmes de coordination. Mais là, ça aurait pu servir de symbole. Il y aurait pu avoir un effet d'annonce si on avait créé une banque régionale pour la Méditerranée. Alors, on a remplacé les choses en remplaçant MEDA et le financement MEDA par l'instrument unique. J'aime pas beaucoup ce vocabulaire européen, mais il existe. L'instrument unique de voisinage et de partenariat. Bon, c'est un peu long. Ce qui m'intéresse par rapport au débat qu'on a cet après-midi, c'est que l'Europe a quand même affirmé la volonté de mettre, sur la période 2007-2010, les 2/3 du financement au titre de cet instrument unique en faveur des pays du sud de la Méditerranée. Les 2/3 et 1/3 uniquement aux pays de voisinage à l'Est, c'est-à-dire pas mal de républiques de l'ex-URSS. Ceci dit, moi je constate que nos amis ici comme à Tunis, comme sans doute à Alger, ont quand même toujours en tête le fait que ce qu'on donne à l'Est, on ne leur donne pas au Sud, et que cet arbitrage du côté européen va continuer à se poser. Pour l'instant, il n'y a pas de clé de financement sur la période 2011-2013, mais je pense qu'il faudra vraiment se battre, nous, amis du Maghreb, pour que la clé de répartition sur la période 2011-2013 de ces facilités de financement reste au moins égale à 2/3 en faveur du sud de la Méditerranée et qu'on n'augmente pas la part, disons, de ce qui va à l'est de l'Est. Je trouve que cette symétrie qui est faite entre l'est de l'Est et le sud de la Méditerranée est quand même un tout petit peu artificielle. Et ça me gêne dans cette problématique européenne. Alors, il y a d'autres aspects sur la FEMIP. Moi qui suis assez critique sur Barcelone 2, je remarque quand même que la FEMIP a une évolution intéressante depuis un an.
Bon, c'est 2 milliards d'euros par an, c'est pas énorme, mais avec 2 milliards d'euros, si on les utilise intelligemment, on peut faire des choses. Je pense que l'évolution de la FEMIP, qui consiste à dire on va aider à financer de l'investissement privé, et pas uniquement des infrastructures publiques, est une évolution intéressante et qui, à mon avis, est porteuse et doit être prolongée. Je pense aussi que la volonté de la Banque européenne d'investissement qui gère la FEMIP et d'autres instances de venir se financer sur les marchés financiers nationaux du Maghreb, de venir émettre des emprunts à Casablanca, à Tunis et ailleurs, est une bonne idée parce que j'ai toujours pensé qu'un marché financier émergent doit s'appuyer sur un marché obligataire relativement développé. C'est très important de développer les actions, mais c'est également important de développer le marché obligataire. Je termine, cher Xavier, par un 4e ou 5e thème, je ne sais plus. Qu'attendre de l'UMA dans ce contexte-là? Je donne mon avis, un peu à la serpe, je suis déjà trop long. Là encore, si on veut être équitable, qu'est-ce qu'on dit? Bon, il se passe des petites choses, mais des petites choses. On est en train de créer une banque maghrébine du commerce extérieur, dont le siège va être à Tunis. On est en train de mettre en place un patronat maghrébin, dont le premier président, d'ailleurs, va être le président du patronat tunisien. Bon, c'est des petites choses, et ce n'est pas ça qui règle tous les défis qu'on a évoqués cet après-midi sur le fait que l'UMA est un peu nulle part, d'une certaine façon, pour les raisons à la fois historiques, géopolitiques et économiques qui ont été évoquées. Moi, le conseil que je donnerais à mes amis du Maghreb serait le conseil que je donnerais... Ça serait un peu le même conseil que je donnerais à l'Europe aujourd'hui. L'Europe est en panne, ça a été dit. Comment est-ce qu'il faut la relancer? En revenant à l'esprit de la CECA, 1950. Je crois, dans le contexte européen d'aujourd'hui, qui est un contexte difficile pour des tas de raisons, après le double nom français et néerlandais, je crois à l'intérêt de trouver quelques projets concrets auxquels intéresser les citoyens européens. Et par exemple, je travaille beaucoup sur les thèmes de l'énergie et de l'environnement. Je pense que l'énergie et l'environnement, c'est une manière de réintéresser les citoyens européens à l'Europe. Simplement, du côté européen, on ne va pas avancer à 27 sur ces sujets, on l'a bien vu lors du sommet européen de l'autre jour. Donc moi, personnellement, je suis partisan d'une coopération renforcée sur des sujets concrets pour réconcilier les opinions publiques avec l'Europe. Et je ferai la transposition vers l'UMA. Je crois à l'UMA des projets. Je crois à une démarche qui parte d'en bas et pas qui parte d'en haut. Et si les 5 pays de l'UMA ne sont pas en mesure, pour des raisons politiques ou économiques ou autres, d'avancer sur des projets concrets, je pense que dans ce cas-là, il faut se donner les moyens de faire des coopérations renforcées à quelques pays, le nombre étant inférieur à 5, pour avancer sur des sujets concrets qui peuvent s'appeler l'éducation, les infrastructures, l'intégration des systèmes bancaires et financiers, l'énergie. Bon. Et là-dessus, il me semble qu'il y a une évolution qu'on n'a pas évoquée cet après-midi, mais qui est très importante. Au moment des premiers chocs pétroliers, dans les années 70, l'argent des pétrodollars ne venait pas ici. Il ne venait pas dans le Maghreb. Il venait peu dans le Maghreb. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2-3 ans? C'est qu'il y a des investissements directs étrangers, en proportion croissante, qui viennent en quelque sorte des pétrodollars et qui sont une manière pour les pays producteurs de pétrole de venir jouer le jeu dans le tourisme, dans l'électronique, dans la banque, disons, du développement des pays du Maghreb. Et je pense qu'au fond, j'allais dire, l'UMA, ça avancera sans le dire, de la même manière que les réformes en France, on les fera à condition de ne pas le dire. De temps en temps, il ne faut pas utiliser les mots, ça fait peur, ou ça peut faire peur, et donc je pense que avec l'appui des IDE venant des pays du Golfe, eh bien, il y aura de fait un peu plus d'intégration, un peu plus d'échanges entre les pays du Maghreb. Et c'est comme ça, de manière concrète, avec en plus l'appui de coopération renforcée entre certains pays sur certains sujets, qu'on avancera. Une démarche pragmatique. J'ai beau être français, je suis pragmatique. Merci de votre attention.